Alors, cette fois, ça y est, nous sommes tous là. Je me présente, Marie-André Lamontagne, donc, écrivain, journaliste, directrice de la programmation du Festival littéraire international Métropolis Bleu, membre de l'Académie des lettres du Québec. J'ai cet honneur. Et l'Académie des lettres, l'événement de cet après-midi est à l'initiative de l'Académie des lettres du Québec dans le cadre du Festival littéraire international Métropolis Bleu qui a donné son coup d'envoi hier et qui se poursuit plus tard aujourd'hui à l'Hôtel 10 et puis demain, l'Hôtel 10, donc 10 rue Sherbrooke. Je vous invite à consulter la programmation puis à aller faire votre marché dans cette programmation. Cet après-midi, on va passer un très bon moment, un moment riche en termes de profondeur du propos, en termes de qualité des intervenants. Et puis, vous, du public, vous serez invités à y participer dans la dernière partie, là, par vos questions. Mais pour l'instant, comme je l'ai dit, il s'agit d'un événement, d'une rencontre organisée par l'Académie des lettres du Québec. Donc, je vais céder la parole à Émile Martel, qui est le président de l'Académie des lettres du Québec. Mais puisque époque oblige, dans un premier temps, je vais désinfecter le micro dans lequel je viens de parler. Et puis, Émile Martel, pendant ce temps, va pouvoir monter ici sur scène. Mesdames. Oula, c'est à mon tour d'infecter. Le titre de l'événement, c'est « Quel est le pouvoir du roman ?» Je penserais que de nombreuses personnes se posent chaque jour la question « Pourquoi est-ce que j'écris? Pour qui est-ce que j'écris? Quelle forme doit prendre mon écriture si je veux être lu? » Quand je me parle comme ça en tant que poète et traducteur, j'ai le loisir de répondre que je n'ai pas le choix, car l'écran vide m'attend chaque jour et m'impose de pianoter sur le clavier. Mes poèmes, ou ce qui ressemble à de la poésie, comme dans le temps des traductions, peuvent cependant entendre patiemment qu'un œil curieux se pose sur eux un de ces jours. Ce n'est pas la même chose pour le roman. Dans mon esprit, le roman, c'est plus pressant, parce que le roman, ça témoigne, ça explore, ça raconte, ça saisit une certaine réalité, et c'est souvent urgent. Oui, je sais, ça invente des menteries et ça débusque des vérités, ça surprend et ça choque, ça réconforte et ça fait pleurer. Ces questionnements, voilà bien la raison pour laquelle nous sommes ici. Quel est le pouvoir du roman aujourd'hui? En effet. Ce pouvoir s'exerce de diverses façons, selon qu'on lit le roman avec ses propres yeux sur du papier relié. Quelle est la dernière fois où vous avez saisi un coupe-papier et vous avez ouvert les pages d'un roman? Ou qu'on l'entend sur un disque? Combien d'entre vous avez entendu Gérard Philipe et Georges Poujouli lire Le Petit Prince sur un disque? Mais l'autre pouvoir, celui du message et de la forme littéraire qu'un romancier veut lui donner, la manière que ce genre littéraire peut aller chercher l'émotion d'un lecteur, avec quelles conséquences pour son bonheur ou son plaisir, sa culture et sa société, c'est de ça que Nancy Houston, qui n'est pas encore là, et Alain Farah vont parler, aiguillonnés par Michel Biron. Je les en remercie très sincèrement. La tenue de cet événement manifeste une réalité qu'on aurait cru improbable pendant la pandémie qui nous a affligés et continue de nous menacer. Vous pensez bien que je me réjouis donc de cette coopération exemplaire entre Bleu Métropolis, BANQ et l'Académie des lettres du Québec. Merci. Merci, Émile Martel. Vous aurez compris que la rencontre de cet après-midi, elle est en format hybride, selon la formule consacrée. Donc, Alain Farah est sur scène avec nous et Nancy Houston est à Paris. Elle sera là en visioconférence. Elle est là déjà en visioconférence. Nous la saluons. Je vous présente très brièvement Michel Biron. Michel Biron qui est auteur, essayiste, critique littéraire,
qui enseigne la littérature à l'Université McGill, qui est l'auteur notamment d'une biographie de Sandy Garneau et qui là publie aux presses de l'Université de Montréal, j'ai vu ça tout récemment, la correspondance de Sandy Garneau. Donc, vous serez entre bonnes mains, Alain Farah et Nancy Houston, pour ce qui est de cette conversation et de cette question sur le roman. Sans plus attendre, je cède la parole à Michel Biron qui va présenter nos deux invités de cet après-midi. Merci Marie-André, merci Hélène Martel. Bienvenue à cette rencontre. Bonjour à Nancy Houston depuis Paris, je crois, mais je ne suis pas trop sûr. En tout cas, elle est quelque part dans le monde virtuel. Alain Farah, bien présent. Alors, j'ai le grand plaisir d'animer cet entretien qui est au fond une réflexion. On va essayer de réfléchir ensemble au pouvoir du roman aujourd'hui. Je vous présente brièvement nos deux invités. On connaît très bien Nancy Houston, et en particulier à ce festival, puisqu'elle est une habituée. Elle a gagné le Grand Prix littéraire Métropolis Bleu en 2015, si je ne me trompe pas. On sait qu'elle est née à Calgary, qu'elle a passé son enfance dans le Canada, son adolescence aux États-Unis, et qu'à 20 ans, elle est partie à Paris, où elle a commencé à écrire en français, ce qu'elle fait encore, en traduisant elle-même la plupart de ses textes, de ses romans. Romans qui sont très nombreux, c'est une des qualités, je pense, très importantes d'écrire dans la durée, à travers plusieurs époques. Et donc, on compte une vingtaine de fictions, je ne les nomme pas toutes, mais je signale Ligne de faille, qui lui vaut en 2006 le prix Femina, qui a été traduit dans une quarantaine de langues. Elle a aussi écrit beaucoup d'essais, une vingtaine d'essais, des pièces de théâtre, des livres en collaboration avec des artistes. Et la pandémie ne l'a pas ralenti, si j'ai bien vu, puisqu'elle a fait paraître en 2020 un recueil de chroniques, Je suis parce que nous sommes, et un roman ambitieux, Arbre de l'oubli, en 2021, chez Actes Sud Le Méac, où ont paru la très grande majorité de ses titres. Je me tourne maintenant vers Alain Farah, qui est né à Montréal à la fin des années 70 de parents libanais d'Égypte. Il est professeur au département de langue et littérature française, qu'on appelle maintenant des littératures de langue française, de traduction et de création. Je le connais, je fais partie du même département. On est collègues par conséquent à l'Université McGill. Il a fait paraître un recueil de poèmes, Quelque chose cet étage du port au Cartanier en 2004, et 3 fictions, Matamor numéro 29 en 2008, Pourquoi Bologne en 2013, et 1000 secrets, 1000 dangers en 2021. Donc cet automne, il est encore dans une espèce de vague, parce que ce roman a eu un succès fou au Québec et maintenant en France. Il revient tout juste de Paris, où il a failli croiser Nancy Houston au Salon du Livre, si je ne me trompe pas. On sait qu'Alain Farah aussi fait paraître chez Garnier un essai savant, Le Gala des Incomparables, autour de la littérature française d'avant-garde ou expérimentale, et on en parlera peut-être un peu tout à l'heure en parlant de l'invention de la forme romanesque. Alors, tous deux, et là je me tourne vers nos deux invités, on vous réunit pour parler de ce pouvoir du roman aujourd'hui. Si on pose la question, quel est le pouvoir du roman aujourd'hui, c'est bien parce qu'on se doute qu'il y a un petit problème, que le pouvoir du roman n'est peut-être plus tout à fait ce qu'il était. Lorsque l'Académie a été fondée en 1948, c'était à l'époque de Sartre, qu'est-ce que la littérature? Et on se demandait pour qui écrit-on, pourquoi écrit-on? Et la question de l'engagement était sur toutes les lèvres. Mais le roman portait à ce moment-là l'héritage glorieux du 19e siècle et il façonnait vraiment l'imaginaire. Les modes se faisaient à travers les romans. Les manières de se comporter, d'interagir, se faisaient à travers le roman. Le roman a été, au 19e siècle et encore pendant une bonne partie du 20e, un genre majeur qui déterminait les modes de pensée, les affects, et qui était aussi considéré, il faut le dire, comme un genre parfois suspect. Au Québec, on le sait, le roman a été longtemps déconsidéré, menaçant. En 1950, je rappelle qu'on voulait organiser une manifestation pour le 100e anniversaire de la mort de Balzac à Montréal. Ça a été interdit par le clergé. Et donc, le roman avait du pouvoir, puisqu'il était considéré comme dangereux. Encore dans les années 50-60, le roman était au cœur de la cité, au Québec comme en France, comme ailleurs. Mais on dirait, et là je pose la question tout simplement, on dirait que quelque chose a changé plus récemment. Je cite Philip Roth, un des tout grands romanciers contemporains, qui, dans une entrevue assez célèbre en 2009 dans un journal web, le Daily Beast, disait qu'au fond le roman était plus ou moins condamné.
Et c'était vraiment un romancier qui le disait. Il disait, je le cite, « Je ne lui donne pas 25 ans. Pour découvrir un roman, il faut une certaine concentration, une dévotion à la lecture, mais de moins en moins de gens en sont capables. Non, le livre ne peut concurrencer l'écran, ni l'écran du cinéma, ni celui de la télé, ni celui des ordinateurs, ni celui des tablettes ou des téléphones. » Mais il ajoutait quand même à la fin « I may be wrong ». Alors, je me tourne vers vous. Est-ce qu'il avait raison ou tort de considérer que le roman était en quelque sorte condamné? Et quel est donc le pouvoir du roman de façonner l'imaginaire compte tenu de tous les changements qu'on connaît, et en particulier de la concurrence avec tous ces écrans, dont celui d'ailleurs qui nous permet de vous voir, Madame Houston. Donc je me tourne vers vous pour voir ce que vous en pensez. D'abord, je tiens à dire un grand merci pour l'invitation. Je suis très heureuse d'être là, même si c'est seulement virtuellement. Je me sens très vertueuse de ne pas être là en personne parce que je trouvais que c'était un peu trop d'empreinte carbone de sauter dans un avion pour un seul événement à Montréal, même si j'adore la ville. Très heureuse de revoir Marie-André de la Montagne et Émile Martel, mes vieux amis, et de vous rencontrer à l'Infara, que j'ai le plaisir de lire, et donc j'ai manqué au Salon du Livre il y a 15 jours, c'est ça. Bonsoir, bonsoir. Donc, c'est des questions énormes et difficiles. Moi, si je dois répondre à cette citation de Philip Roth, je dirais qu'il n'y a pas que le roman qui est condamné à plus ou moins courte échéance. 25 ans, si on regarde le rapport du GIEC, où en sera l'humanité dans 25 ans, où en sera la biodiversité, où nous en serons comme espèce, parmi d'autres espèces menacées par nos habitudes, comportements. Je crois que c'est absolument central en fait à cette discussion. Ce n'est pas un petit à côté en fait. J'avais envie, si vous voulez bien, j'ai pas du tout préparé, je pense que vous non plus, Alain, je n'ai pas préparé un discours, et j'ai préparé quelques petites citations, et je voulais commencer par une citation de James Baldwin que j'aime beaucoup, qui est pour moi un des plus grands écrivains du XXe siècle, tout court, et il dit en quelques lignes ceci: les gens qui se connaissent un tant soit peu eux-mêmes savent qu'ils ne peuvent pas toujours changer le monde, mais qu'ils peuvent agir pour le rendre un petit peu plus humain, pour rendre la vie un petit peu plus humaine. Humaine au meilleur sens du terme, humaine en termes de joie, de liberté, qui est toujours individuelle, de respect mutuel, ne serait-ce que de politesse. Ces choses, ces vieilles choses démodées, sont toutes très importantes. Fin de citation. Donc, je l'ai lu parce qu'il y a encore quelques années, j'aurais pu dire c'est ma philosophie de la vie. C'est un peu le petit traité des grandes vertus d'André Consponville, la politesse, la liberté, essayer de rendre la vie plus humaine, à mon niveau, avec Dieu, etc. Et je ne pense plus du tout ça. Et donc, en fait, ça va peut-être vous étonner, mais ce soir, en discutant, je pense que je vais beaucoup plus, je vais vous surprendre en faisant une critique du roman. Et j'essaye, enfin j'écris encore parce que je ne sais faire que ça, mais j'essaie de retrouver effectivement des raisons d'écrire des romans, et ce n'est pas parce que je me sens menacée par l'image. En fait, les chiffres de vente des livres en France, en tout cas, ne baissent pas. Les gens continuent de beaucoup lire, les librairies marchent bien, les bibliothèques prêtent leurs livres constamment. Ce n'est pas une espèce en voie de disparition, le roman. Mais j'ai un peu peur qu'il ne corresponde plus à ce dont l'humanité a besoin. Voilà mon propos un peu introductif, et puis j'ai envie d'entendre le son de la voix de M. Farah. Oui, merci. C'est beaucoup plus imprimé. Oui, donc on est intrigué parce que vous envoyez une petite pierre là, dans notre jardin. Et pour rebondir sur ce que vous avez dit, c'est vrai que le roman
il va très bien dans un sens, puisque ici même, Bibliothèque et Archives, les statistiques, en 2016, la dernière année que j'ai consultée, 1355 romans au Québec ont fait l'objet d'un dépôt légal. Pour un petit espace comme le Québec, c'est énorme. Donc, il y en a du roman. Effectivement, il n'est pas prêt de mourir. Mais on aimerait entendre aussi Alain sur le sujet. Ben, moi aussi, je voudrais commencer par remercier le Métropolis Bleu, remercier l'Académie de rendre cette rencontre possible. Une rencontre aussi avec Nancy Houston que je lis depuis très longtemps et dont j'ai relu pour le plaisir L'Espèce fabulatrice en préparation de notre rencontre d'aujourd'hui. Et je suis content justement que cette pierre-là ou ce petit pavé soit jeté dans la mare de votre part, Nancy, parce que cette suspicion-là, je la partage depuis toujours, c'est-à-dire que je ne viens pas, moi, du roman. Je viens de la poésie. La littérature qui m'a intéressé a toujours été une littérature très exigeante qui mettait à mal une certaine complaisance ou transparence du roman qui crée un monde et puis peut nous laisser complètement absorbés par ce monde-là. Et en attendant, ben, le reste, justement, de l'aventure humaine peut aller à volo. C'est pas grave, on est branché sur cette réalité parallèle. Donc, j'avais cette suspicion-là et j'arrive très lentement au roman. Et je pense que ce roman que j'ai proposé il y a quelques mois et que j'ai essayé de rendre le plus normal, entre guillemets, possible pour justement créer une certaine adhésion émotive, notamment chez les lectrices et les lecteurs, mais il reste un roman qui déjoue justement je le crois en tout cas, cette possibilité de quitter le monde, justement, de nous délivrer du monde et donc de nous délivrer d'une certaine responsabilité que nous avons en tant qu'écrivaine et écrivain. Et là où je trouve très intéressant d'entreprendre la discussion sur ce doute-là, c'est qu'à mon sens, justement, ce n'est pas tous les êtres humains qui sont dans leur humanité jusqu'à un certain point et que l'exercice de la lecture peut contribuer justement à les rebrancher sur cette dimension-là d'eux-mêmes, notamment par un élément que j'entends dans la citation de Roth, que j'entends dans les remarques de Nancy, qui est un rapport au temps, tout simplement, un rapport à la temporalité. C'est-à-dire que ce qui amène peut-être Roth à condamner ce genre-là, et plus largement même peut-être l'exercice de la lecture d'une certaine littérature, c'est le temps que ça prend. Le temps que ça prend de s'asseoir, déjà être capable de s'asseoir, déjà être capable de vraiment plonger dans un univers et tout. Et pour moi, je ne sais pas trop si c'est une question de pouvoir, c'est plutôt une question de puissance. Pour moi, qu'une écriture, une véritable aventure littéraire peut justement suspendre un peu cette espèce de vitesse, un peu de roue qui tourne à vide dans laquelle nous sommes tous un peu embarqués, dans laquelle la pandémie, justement, nous a un moment, de laquelle elle nous a sauvés pendant un moment, même si on était très désorganisés. D'un coup, on était tous chez soi, pas trop savoir en fait quoi faire avec un temps un peu suspendu. Mais il restera toujours suspendu, à mon sens, le temps de la littérature. Et puis, c'est une grâce. Et donc, c'est ce que j'entends, en fait, dans ce que dit Nancy, ce que dit Philip Roth, cette idée que ça ne pourra pas continuer comme ça, sans prendre acte, justement, de la situation dans laquelle on se trouve. Mais comment en prendre acte par de la forme, par la forme d'un récit? Là, la question est entière. Oui, mais là, pour être bien sûr de saisir les réserves, les inquiétudes profondes de Nancy Houston par rapport au pouvoir du roman, mais même à sa légitimité, si je comprends bien, à sa pertinence par rapport à d'autres enjeux qui exigent peut-être d'autres types de réponses. Alors, j'aimerais juste vous entendre davantage pour que vous nous expliquiez. Oui, je vais essayer d'approfondir un petit peu. Oui, allez-y. J'étais présidente d'honneur d'un festival littéraire à l'automne dernier de Mouansartou, qui est un des festivals que j'aime le plus, on dirait qui existe depuis de longues années. Et j'ai pris la parole à la fin. Et après, je me suis sentie un petit peu coupable parce que j'adore la femme, l'organisatrice. Et
et l'ambiance et les événements sont forts et c'est toujours très, très politisé d'ailleurs. Mais j'ai commencé en disant, le roman, elle a du courage, Marie-Louise, de faire ce festival parce que le roman est un genre coupable. D'abord, c'est coupable, on est coupable parce qu'on fabrique ces objets. C'est de la déforestation, c'est du pétrole pour faire tourner les imprimeries. 80% de tous les livres sont détruits, sont pilonnés avant d'arriver dans les librairies. Mais on ne sait pas forcément cette statistique-là, ce chiffre-là. C'est énorme. Donc, c'est du gaspillage, mais c'est mal calculé, on ne sait pas comment les distribuer. Donc, c'est des forêts qui disparaissent. Ça, c'est la première chose. Ensuite, historiquement, je pense que ce n'est pas très connu. Peut-être on pense rarement, communément à l'histoire du roman, mais l'histoire du roman est extrêmement récente. Le roman est un genre récent. Il va naître dans les pays qui pratiquent le colonialisme et l'esclavage. Parce que ça dégage beaucoup d'argent dans ces pays. Ce sont des pays qui s'enrichissent rapidement. Ce sont donc des pays où tout le monde va pouvoir être éduqué, alphabétisé, aller à l'école, aller peut-être faire des études supérieures. Donc ça crée un lectorat pour le roman. On ne peut évidemment pas avoir des romans dans des pays analphabètes ou alors où les gens vont à l'école seulement quelques années et ils ne prennent pas l'habitude de lire et surtout ils n'ont pas de temps de loisirs. Ce sont des sociétés qui ont voyagé, qui ont rencontré des cultures autres, qui ont été frappées par ces différences, que ça a fait réfléchir la condition humaine. Ce sont des sociétés promues par la science qui fait que Galilée, Copernic, etc., leur ont appris qu'en fait, on n'était pas le centre de l'univers et en fait, nos histoires de bon Dieu et autres étaient peut-être sujets à caution et à doute, etc. Donc, ce sont des sociétés de l'angoisse individuelle. Ce sont des sociétés de l'individu. Voilà, c'est là où l'individu est vraiment au centre. Et le roman correspond au mieux et au pire, au meilleur et au pire de cet individualisme-là. C'est-à-dire, il a mis sur un piédestal, j'ai envie de dire, l'homme ordinaire ou l'être humain lambda. Ça peut être un criminel comme chez Dostoïevski, ça peut être un amoureux, ça peut être Madame Bovary, une femme qui rêve d'adultère, ça peut être et ainsi de suite. Ça n'a pas besoin d'être les dieux, les rois, les guerriers, tous les genres littéraires d'avant le roman parlaient de ces choses-là. C'était les épopées ou c'était les grandes mythologies, c'était des contes, des choses populaires, des récits religieux. Maintenant, on est dans le récit de la vie des individus et la vie privée, la vie, comment ça se passe, la vie du travail. Bon. Où est-ce que ça naît? Donc, ça naît en Angleterre, France, Espagne et Russie. C'est les grands pays qui ont du pouvoir colonial et de conquête. Et un public éduqué. Et ça va arriver dans les colonies plus tard. Donc, les États-Unis un siècle plus tard, le Canada encore un peu plus tard, l'Afrique et l'Inde, ça va être au XXe siècle aussi. Et voilà, on peut dire c'est magnifique, mais c'est incroyablement récent. On oublie ça. Et donc, dans les pays comme la France, ou ce que vous venez de citer du Québec, avec des milliers de romans qui paraissent chaque année, on peut se dire, mais c'est vraiment intéressant. À quoi ça correspond, cet engouement pour la vie privée, pour la vie personnelle, etc. J'ai juste envie de lancer encore une chose, c'est que j'ai été extrêmement frappée par le livre d'Amitav Ghosh que j'ai découvert récemment. Je ne sais pas si vous le connaissez, mais j'ai envie de le recommander à tout le monde qui nous écoute, qui s'appelle Le Grand Dérangement. Et Amitav Ghosh, c'est un auteur indien
comme son nom l'indique peut-être, de mon âge exactement, je crois qu'il est né en 53 comme moi, donc 68 ans, qui a beaucoup vécu aux États-Unis, entre autres, et qui dit dans ce livre que le roman est incapable de faire face aux événements qui nous pendent au nez, en gros. Les événements dus au changement climatique, les événements dramatiques, spectaculaires des accidents du climat. Il donne un exemple personnel qui lui est arrivé. Il s'est trouvé au milieu d'une tornade à Mumbai et il n'a jamais pu écrire là-dessus. Il s'est rendu compte en fait que chaque fois qu'il y a un événement extrême comme ça dans un roman, le roman est exclu, giclé du genre sérieux, littérature sérieuse, et mis dans le gothique ou la science-fiction, etc. Mary Shelley avec son Frankenstein, elle a aussi écrit un livre sur une pandémie qui est fantastique, qui s'appelle Le Dernier Homme. Et Mary Shelley n'a jamais été considérée comme une écrivaine du même sérieux que Jane Austen, etc. Et si vous comparez le type de sujet qu'elle traite l'une et l'autre, ça commence à devenir grave pour le genre romanesque. Voilà ce que je voulais dire. Oui, ben, on aurait quand même le goût de vous poser la question. Votre dernier roman, est-ce que vous le jugez comme faisant partie de cette tradition ou est-ce que vous essayez de sortir de cette tradition individualiste, bourgeoise, on peut dire aussi, occidentale? Dans Arbre de l'oubli, vous nous présentez une famille et avec une enfant qui est adoptée, qui est noire, qui est adoptée par une famille qui est blanche et qui va retrouver peu à peu ses origines. Et le roman a une fonction quasi réparatrice. La fille va retourner en Afrique et donc il se passe quelque chose autour de ça, mais ça reste un roman comme vous en avez écrit quelques autres avant. Est-ce que pour vous, on sort de la tradition romanesque avec Arbre de l'oubli ou on la continue? Franchement, je ne sais pas comment fonctionnent Alain Farah ou d'autres auteurs, mais au moment où je me sens capable d'écrire un roman, jamais je ne me demande est-ce que c'est ça dont le monde a besoin en ce moment. Je ne peux pas faire ça. Je ne peux pas écrire comme ça. Ça m'arrêterait complètement. Donc, tout ce que je peux dire, c'est que je fais ce que je peux. J'ai toujours aimé inclure la grande histoire dans mes petites histoires, mais depuis le début. Et ensuite, je ne suis pas du tout sûre d'être d'accord avec votre description du livre. Je ne pense pas que cette jeune femme va trouver une réconciliation en Afrique, mais peut-être, après tout, ça se passe en dehors du roman, ce qu'elle va trouver. Mais non, je pense qu'il y a très peu d'exemples d'écrivains qui se tournent vers ces problèmes et qui les prennent à bras le corps. Margaret Atwood le fait parfois. Richard Powers l'a fait avec The Overstory, avec cet Arbre Monde. Barbara Kingsolver, Jean Egland. Enfin, il y a quelques rares écrivains comme ça. Je ne sais pas ce que vous en pensez là-dessus, mais moi, je ne peux pas. En fait, Amitav Ghosh fait remarquer, Arundhati Roy, qui est une de mes écrivaines préférées, qui a écrit Le Dieu des Ptyriens, il fait remarquer qu'elle est une des romancières les plus magnifiquement douées du moment, d'aujourd'hui. Et quand elle parle des choses, des problèmes politiques et climatiques, elle écrit de la non-fiction, elle écrit des essais. Et je dirais c'est un peu ça, mon sentiment. Moi, je me sens incapable de faire entrer ça dans mes livres parce que j'aurais l'impression de les rendre didactiques. Ça m'ennuie d'avance. L'idée de tenir des discours dans mes romans, je suis allergique, complètement allergique à cette idée. Donc, c'est un moment, non pas de paralysie, mais de grand questionnement. C'est pour ça que j'étais heureuse de l'invitation aussi. Oui, alors, qu'est-ce qu'Alain Farah répond
à cette vision donc, du roman comme étant capable de prendre en charge ce qui nous pend au bout du nez, ce qui est là dans le monde d'aujourd'hui. Mais il y a beaucoup de choses importantes dans ce que dit Nancy, et puis je pense que c'est important d'effectivement de rappeler l'histoire de ce genre-là et de le placer, en fait, face à lui-même. Moi, j'étais content de t'entendre dire le mot bourgeois, parce que tout ça coïncide aussi, et tout ça travaille d'une certaine vision impérialiste du monde qui rend possible un tel genre, un genre qui a jusqu'à un certain point été dominant au point de destituer, en fait, toutes les autres formes. Hein. Donc, quand on pense à l'invention possible à l'époque médiévale, au travail anonyme fait par tous les trouvères et puis par tous les saltimbanques qui ont fini par disparaître sous les noms célèbres des grands auteurs à partir de la Renaissance. C'est-à-dire qu'il y a tout un système, effectivement, qui accompagne le roman et qui le rend suspect. Et je pense qu'il ne faut jamais oublier ça. Il ne faut jamais oublier ça. Ceci étant dit, je ne vois pas le roman, et puis comme je le disais, j'y arrive très tardivement dans la forme actuelle dans laquelle je le pratique. Je ne vois pas ça comme un bloc, un seul bloc. Je trouve qu'à l'intérieur de cette pratique-là, il y a toutes sortes de façons de déjouer, en fait, et il y a des traditions qui continuent depuis longtemps de déjouer justement cette possibilité mercantile, cette possibilité commerciale, le fait qu'il fasse justement rouler les rotatives, que les romans soient dans des containers de partout dans le monde. Et puis, je pense que Nancy, vous faisiez référence à ce truc absolument désastreux qui s'appelle en France le retour pilon, hein, parce qu'il y a les 80 livres qui quitteront jamais l'entrepôt jusqu'à ce qu'ils se fassent pilonner, mais il y a ceux qui passent par la librairie pour directement se rendre au pilon en ne repassant pas par l'entrepôt parce que ça coûte trop cher. Donc, il y a effectivement toute une dynamique qui est une dynamique industrielle et qui est une dynamique qui est associée au mode de vie qui est le nôtre et tout. Après, sur ce plan-là, c'est une question qui est difficile parce que la chaîne du livre, l'industrie culturelle et tout, moi, je peux vous dire, j'y ai résisté dans mon coin avec des livres tirés à 400 exemplaires, vendus un à la fois en consignation et tout. Et ce qui se passe, c'est que les idées, ils ne circulent pas non plus. Donc, dans un circuit comme ça, extrêmement restreint, extrêmement anonyme, ça n'empêchait pas le Métropolis Bleu de m'inviter même à cette époque-là, je veux le souligner, mais je peux dire qu'on est face aussi à une sorte de blocage et d'anonymat et d'ultra-minorisation qui fait en sorte que les idées ne circulent pas, et les idées liées à une certaine résistance. Et donc, il y a cette résistance, je disais, presque ontologique dans le fait que si on écrit un livre de 500 pages et puis que les gens vont le lire puis en faire l'expérience, il faut quand même qu'ils s'assoient pendant le temps de ces 500 pages-là. Et donc, il y a cette dimension-là, mais après, il y a qu'est-ce qu'on dit dans nos livres et comment on le dit. Et moi, je suis tout à fait avec Nancy sur le problème, et souvent ça fait des romans très mauvais, c'est-à-dire d'être dans un rapport didactique aux choses ou d'être dans un rapport discursif aux choses. Non, la responsabilité qu'on a, c'est la phrase de Rancière que je trouve très belle, c'est que la politique de la littérature, elle a toujours à voir avec la manière dont la littérature fait de la politique, mais en tant que littérature. C'est-à-dire qu'en inventant justement des nouveaux corps, en donnant la parole à des sujets qui autrement ne l'ont pas, en laissant voir ou entrevoir un autre monde qui existe. Et puis, justement, je trouve très beau l'exemple de Mary Shelley et très... j'avais jamais pensé à la placer en concurrence avec Jane Austen, qui va passer toute son œuvre à critiquer le marché matrimonial, mais en même temps, son œuvre va connaître peut-être un autre destin que celui de Shelley, dont l'œuvre est, pour moi, extrêmement importante. Et moi, Frankenstein reste
reste encore on oublie toujours le Prométhée moderne, hein, le sous-titre, hein, un livre mais complètement inclassable qui nous dépasse, mais on a affaire à un roman. On a affaire à un vrai roman qui nous plonge dans un univers et qui nous fait entrevoir des choses. Donc, j'ai l'impression le problème vient du fait qu'on utilise un véhicule corrompu, jusqu'à un certain sens, mais que notre espoir, c'est un peu de le détourner, en fait, d'en détourner sa direction native qui serait celle, justement, du commerce, hein, du fait de seulement offrir au public ce qu'il veut. Exactement. Et ce qui se passe quand on regarde rétrospectivement, parce que c'est 1300, 1400 romans qui sont déposés à chaque année, tu disais depuis 2016 et tout, bien, il n'y en a qu'une infime partie qui vont émerger du lot. Et ce que j'apprécie, en fait, c'est de voir qu'à chaque saison, il va y avoir sur le lot quelques écrivaines et écrivains de littérature qui viennent avec leurs exigences, avec leurs références et surtout avec leurs différences, résister à cette machine-là. Mais après, c'est pas une guerre qui se déroule à force égale. Et puis, c'est ça qui est complexe et par moments désespérant. Et moi, peut-être que je pars d'un espace qui est tellement anonyme et minoritaire que j'entrevois le fait, par exemple, que mon dernier roman, qui a rencontré quelques milliers de lectrices et de lecteurs, malgré son exigence, je vois ça d'un bon œil parce que ça rend possible, en fait, par exemple, pour le public québécois, ça rend possible la rencontre entre l'histoire d'un fils d'immigrants de deuxième génération avec, justement, j'ai rencontré des gens à Trois-Rivières qui me parlaient de mon histoire comme si c'était la leur, alors que tout nous sépare. Et donc, il y a comme le véhicule lui-même aussi, qui, si on le détourne juste assez, va peut-être rendre possible quelque chose de l'ordre du politique. Mais je suis tout à fait d'accord qu'on travaille avec quelque chose d'assez suspicieux, là. Mais est-ce que le véhicule peut être adapté? C'est-à-dire, est-ce qu'on peut passer de véhicules très, très polluants, très, très lourds, très, très marqués, à quelque chose de neuf? Vous êtes tous les deux passés au début par des écritures plus expérimentales. Nancy Houston, vous avez été formée aussi par Roland Barthes. Donc, il y a tout un héritage lié à l'invention formelle. Est-ce qu'aujourd'hui, vous Pardon, pensez... je ne comprends pas. Roland Barthes n'est pas un romancier, surtout pas un romancier expérimental. Non, mais quand vous étiez là, il écrivait, il donnait des conférences qui ont été réunies sous le titre « La préparation du roman ». Il a pensé au roman, il a essayé de C'est un romancier raté, en fait. Mais tout à fait. Oui, c'était un romancier raté. Il voulait écrire un roman, il n'a jamais réussi à le faire. Il était trop intelligent. Parce qu'il était trop intelligent, il comprenait trop comment fonctionnaient les romans, il avait trop démonté le fonctionnement de l'intrigue, les personnages, les points de vue. Il n'arrivait pas à avoir la naïveté nécessaire pour être un romancier. Il faut être naïf pour écrire des romans. Il n'arrivait pas à avoir la naïveté de croire en un prénom qu'il aurait donné à un personnage. Et ça, c'est fondamental. Si on ne croit pas à ses propres personnages, ça ne fonctionne pas. Vous êtes d'accord, Alain? Il était trop intelligent, comme beaucoup de Français sont trop intelligents. Et personnellement, moi, je lis très peu la littérature française. Je peux dire ça parce qu'il n'y a pas de Français dans la salle, n'est-ce pas? Mais, je lis beaucoup de littérature étrangère et c'est ça qui me nourrit. Moi, je trouve qu'il y a en France ce que j'appelle l'opium de l'élite, au lieu de l'opium du peuple. L'opium de l'élite, c'est le désir. Et c'est le sujet des 9/10 des films, des romans, des pièces de théâtre, etc. C'est mon désir. Qu'est-ce que je désire? Est-ce que je désire un enfant? Est-ce que je désire changer de sexe? Est-ce que je désire me faire l'amour avec celui-ci ou celui-là? Et vraiment, ça me prend la tête, j'en peux plus. Et donc, je me tourne vers la littérature africaine, ukrainienne.
suis sensible à ce que vous dites, Nancy, parce que moi, en fait, je crois que toute ma trajectoire s'est construite par la rencontre avec la littérature française, mais pas celle, justement, qui participe de cette espèce de collusion, j'ai envie de dire, avec justement un certain mode de vie, avec une certaine perspective sur le monde qui est très, 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 très élitiste et c'est très frappant. C'est très frappant. Moi, ça faisait 4 ans que je n'avais pas été en France et puis j'en reviens tout juste et c'est vraiment frappant de voir ce fonctionnement-là un peu en décalage. Et là, nous sommes des Nord-Américains, donc déjà, on a un rapport un peu plus détendu aux structures hiérarchiques, mais d'y retourner comme ça m'a vraiment troublé. Mais donc, il y a parmi, j'ai envie de dire, nos camarades hexagonaux, toute une littérature, en fait, qui résiste. Et moi, en fait, c'est à la rencontre de ces écritures-là, à la fin des années 90, à la librairie Gallimard, ça ne s'invente pas, hein, donc sur la rue Saint-Laurent ici, où justement j'avais un libraire qui est très vite devenu mon éditeur, qui me donnait des livres français publiés chez POL et que je n'avais jamais lus. Je n'avais jamais vu quelque chose comme ça. Je n'avais jamais pu expérimenter. Je n'avais jamais pu vivre des choses comme les choses que j'ai vécues en lisant les livres d'Olivier Cadiot ou en lisant les livres de Nathalie Quintane ou en lisant les livres de Christophe Tarkos ou en lisant les livres de Christian Préjean. L'arrivée de Darius Sec, par exemple, pour moi, m'a jeté par terre. Donc, il y a quand même, je pense, dans la littérature française, un espace de résistance, mais c'est noyé, en fait, dans tout un système. Et ça revient à ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire que ça dépend du point de vue duquel on se place. Et ce véhicule-là dont tu parles, Michel, qui peut être justement très polluant, beaucoup trop de millage à l'odomètre et tout, peut être, je pense, réinventé. Et il l'est constamment. Et cette naïveté dont vous parlez, Nancy, je suis d'accord avec vous. Moi, je la vois à un niveau très intime. Moi, je me sens très naïf de penser que mon histoire peut être intéressante. Et je suis juste assez naïf pour, à un moment donné, avoir un doute qui me fait dire « Oui, mais ça ne pourra pas être juste ton histoire. Donc, il faut que ça devienne l'histoire de tout le monde. Et pour que ça devienne l'histoire de tout le monde, il faut que ce soit des personnages. Il faut que ces personnages-là soient sur certains circuits. Il faut qu'ils aillent à la rencontre du monde, etc. » Et donc, oui, c'est clair que Roland Barthes était trop intelligent, mais en même temps, il nous a laissé quelque chose d'immense pour nous qui avons à faire de la littérature depuis les outils qu'il nous a donnés. Et ce n'est pas parce qu'il nous a appris à comprendre les focalisations ou à comprendre les structures qu'il nous a bouleversés. C'est quand, justement, dans les premières minutes du séminaire, donc sur la préparation du roman, il prend la parole et qu'il dit « Je suis aujourd'hui au milieu du chemin de ma vie et moi, je me dis que peut-être je m'y mettrai à un roman. Mais quand moi, je vais me mettre à faire un roman, vous doutez bien que ce ne sera pas le roman convenu. Donc, il y a quelque chose de, je pense, qui est nécessaire. Il y a un impératif d'invention qui est pour moi le seul impératif de résistance, en fait, politique possible. Mais ça passe par l'invention, puis par le fait de déjouer complètement les attentes. Mais de ce point de vue-là, la naïveté du personnage d'Édouard dans votre roman est particulièrement forte. C'est un personnage qui n'a à peu près rien lu, sauf le guide de l'auto, puis Le Seigneur des Anneaux, mais c'est même pas le livre qu'il a lu. Hein, non, il l'a pas lu, il a vu le film. Il a vu le film. Donc, et ce personnage-là est à la fois très naïf, mais il fait la leçon au personnage qui s'appelle Alain Farah. Il lui dit, mais pourquoi tu racontes des histoires comme ça? Pourquoi est-ce que tu n'arrives pas à juste raconter une vraie histoire? Et puis, on voit bien dans cette opposition-là une tension, mais contrairement à ce qui serait passé il y a quelques décennies, ce n'est pas du tout méprisant.
C'est-à-dire que le personnage d'Édouard n'est pas l'objet de la moquerie, mais au contraire, on le trouve très touchant. Et ce qu'il dit a un effet sur Alain Farah. On a l'impression on ne rit plus de la naïveté de ce point de vue-là. Elle est nécessaire. Il y a une forme de reconnaissance, d'empathie même par rapport à ça. Donc, oui, la naïveté semble une sorte de nécessité pour réinventer la forme romanesque même. Oui, la naïveté, mais une responsabilité, je pense, à ne pas se laisser emporter par son propre enthousiasme et tout ce système dont Nancy décrit bien les rouages, c'est-à-dire qu'il pourrait faire en sorte que, bon, on peut en faire à l'infini des romans, dans le fond. Je veux dire, la machine est là pour nous, et puis un roman, il y en a qui le font d'ailleurs, un roman par année, puis c'est une tournée, puis il faut absolument être sûr de faire sortir le roman juste avant, d'être sûr de pas, à ce qu'on arrive à l'asymptote de la courbe pour relancer le système et tout. Donc, ça, c'est une certaine vision des choses, mais l'aspect très ingrat du travail consiste à se mettre au boulot puis dire, bon, mais maintenant, qu'est-ce que je fais? Par quel moyen, en fait, je vais raconter? Quelle est ma responsabilité aussi face à une tradition? Je donnais l'exemple au début justement de mes entretiens que je donnais à propos de Mille secrets. Je citais en fait cette phrase très belle que j'ai connue par l'entremise de Kenneth Goldsmith, qui dit dans Uncreative Writing, il cite en fait un artiste conceptuel des années 60, dont j'oublie le nom, mais qui dit « Le monde n'a pas besoin d'un objet de plus ». Et Kenneth Goldsmith dit le monde n'a pas besoin d'un livre de plus. En fait, il y a assez de livres. Donc, ça implique que de se mettre au travail vient avec une sorte de responsabilité de donner à lire un livre qui n'existe pas. Et donc, ça, c'est parce qu'il y a la naïveté puis il y a la prétention. Donc, vous voyez, moi, je suis assez prétentieux. Mais ça vient avec une responsabilité de dire ben, comment je vais faire pour faire un livre qui n'a jamais été fait. Puis c'est pas l'idée que je ne suis pas au courant que tout a été dit, que tout a été inventé, mais pas par moi. Hein. C'est qui disait ça? Je me souviens plus. Je me souviens plus qui disait ça, mais donc il y a cet impératif-là, cette exigence-là, et qui peut prendre des chemins très, très bizarres. Moi, pour faire Mille secrets, mille dangers, il faut que je regarde Joyce dans les yeux. Parce que le yeux bleus, je vous vois de l'Incipit est une citation de Ulysse, yeux verts, je vous vois, donc dans la nouvelle traduction de 2004. Et donc, bon, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais si je regarde ce livre-là qui a été écrit il y a 100 ans et qui me fascine? Qu'est-ce que je fais si je le fais de mon côté? Donc, il y a comme un... Avec Al Capone de l'autre côté. Ouais. Oui. Il y a une chose qui m'a un petit peu étonnée dans le livre, puisque c'est une réflexion profonde sur l'identité. Il y a ce magnifique personnage d'Alain Farah qui est en crise d'identité perpétuelle et a besoin de tous ces médicaments pour survivre à la journée de son mariage, etc. Et il y a des retours dans le passé, c'est très, très savant comme construction. Mais c'est comme si, en fait, l'histoire du Québec commençait avec l'arrivée des Français. Et il n'y a aucune référence aux autres peuples qui étaient là avant l'arrivée des Européens et dont l'identité a été sacrément effacée. C'est-à-dire, vous parlez des Sikhs comme exemple. À un moment donné, le personnage Alain Farah a une confrontation avec un totem, et donc là, il y a une allusion, on pourrait dire, aux peuples autochtones, sauf que c'est pris dans sa névrose, et il dit « je suis païen, je prends le saumon, je prends la tortue, etc. Ouais. Mais en fait, cette identité est loin et silencieuse. Et je me suis demandé, parce que vous avez parlé de Trois-Rivières, mais est-ce qu'à votre avis, si vous faisiez un débat avec un groupe de lecteurs amérindiens, est-ce que ils diraient c'est nous, c'est mon histoire?
Moi, ce que je trouve intéressant, puis c'est vrai, donc je suis content que vous l'ayez repéré, il y a deux moments où on a accès à ça, mais on a accès à travers le patrimoine bâti. Donc, cette histoire, hein, cette histoire qui a été près d'être effacée. Hein, donc, je rappelle souvent, moi, quand je parle de ces questions-là, qu'il y avait quand même 100 millions, 100 millions d'Autochtones avant l'arrivée donc des Européens. Cette trace-là, si on veut, de l'histoire, elle est repérable à deux moments dans les 500 pages du livre. Donc, oui, bien sûr, quand il rencontre le totem, mais qui est une espèce d'artefact qu'on a placé là, donc vraiment de façon totalement factice. Et donc, dans le fait que la salle où se tient son mariage s'appelle la Toundra et qu'on a fait venir des artistes de la baie de la terre de Baffin, en fait, pour travailler avec des sculptures dans la Saponide et tout. Mais il faut comprendre un truc, c'est que Alain Farah, ce personnage-là, dans Mes secrets, mes dangers, est l'archétype ou le produit même du colonialisme. Parce qu'il est, en fait, à ce point hanté par le désir, et là j'emprunte l'expression à Marthe Robert, donc, qui nous rappelle le sens de faire un roman. Hein, donc, je ne sais pas, au 17e étage, au 17e sous-sol du Littré, faire un roman veut dire se marier au-dessus de sa condition. Et donc, lui, il a déjà fait l'impasse sur sa propre, j'ai envie de dire, son propre passé, qui est un passé honteux. Et il est, de toute façon, capable de se représenter que ses parents étaient eux-mêmes des sortes d'agents coloniaux du fait, justement, d'avoir eu des privilèges qui n'étaient pas ceux des Nubiens. Là, on s'entend dans l'Alexandrie et le Caire triomphant du roi Farouk, qui était une marionnette, justement, des pouvoirs en place. Donc, c'est vrai que cet aspect-là fait en sorte qu'en arrivant au Québec, bien, il veut complètement se fondre dans la majorité, mais qui est une majorité, et puis vous êtes bien placé pour le savoir de par vos origines, qui est une majorité qui n'en est pas une, du fait que justement le Québec vit dans cette espèce d'illusion-là. Et donc, je trouve ça très intéressant, effectivement, de faire apparaître cette anomalie-là. Mais qui est en fait presque le fait quotidien. En fait, cet effacement-là, il est systémique. Hein? Je pense que c'est documenté aujourd'hui, mais c'est intéressant. C'est intéressant parce qu'on fait les chemins inverses jusqu'à un certain point du fait que vous, ce Canada et puis cette dimension qui déjà dans l'Ouest, on est quand même un peu ailleurs qu'on peut l'être peut-être dans l'Est. Mais donc, je ne sais pas qu'est-ce qu'elle produit en fait comme existence en France aujourd'hui. Il y avait un article la semaine passée qui se décevait, peut-être avec raison, que les prix qui ont été choisis pour les livres qui ont été choisis pour le prix France-Québec cette année, il y en a 2 sur 3 qui ont des canaux en couverture. Là. D'accord. Mais si je vous entends bien, en tout cas, le roman a beaucoup à voir avec la faute, avec le passé honteux. Quand vous avez commencé, Nancy Houston, vous avez parlé de cette culpabilité par rapport à ce qui se passe, à ce qui nous pend au bout du nez. Et donc, c'est comme si le roman, avant même de parler du pouvoir du roman, il fallait peut-être reconnaître le pouvoir nocif du roman, ou en tout cas ce qui nous empêche de dire, de voir ou d'échanger. Ça peut nous... C'est vrai que si nous passons notre temps à lire, le monde va se précipiter à sa perte encore beaucoup plus vite. Mais pour revenir effectivement à la question générale qui nous réunit ce soir, enfin pour moi c'est le soir, vous avez vu que la lumière disparaît derrière moi. Je me rappelle, il y a une dizaine d'années à Liège, où nous étions réunis, Hubert Nissen, Paul Auster, quelques autres joyeux dris et moi-même. On avait un débat sur ce thème, à quoi sert la littérature, et Paul Auster avait pris la parole. Il était dans une phase peut-être un petit peu péremptoire. Il a dit « ça ne sert à rien. La littérature, ça ne sert à rien. »
Et il n'a rien ajouté dans un premier temps. J'ai trouvé ça très audacieux. Et moi, je venais d'écrire L'espèce fabulatrice et j'avais à cœur de dire que malgré tout, si les gens lisaient des romans au lieu de lire seulement des textes sur leur propre, qui confortaient, répétaient et renforçaient leur propre identité comme opposés aux autres, ce que j'appelle l'archétexte nous versus eux, qui est l'archétexte de la guerre, bien sûr, mais l'archétexte aussi de beaucoup de groupements humains. On pourrait espérer évoluer vers une société un petit peu moins violente, un petit peu plus humaine. Et maintenant, je ne pense plus ça, en fait. Je ne pense plus. Je ne pense pas qu'on va faire des progrès moraux. Je crois que une phrase très importante de Romain Gary pour moi, c'est « l'inhumain fait partie de l'humain ». Et ça l'a toujours torturé. Parce que pour Sganarelle, dans La danse de Genghis Khan, j'ai tout lu de Gary et j'aime relire mes notes. J'ai un peu relu ces derniers jours en pensant à cette discussion. Il ne veut pas lâcher le roman. Il est contre Sartre, il est contre le roman engagé, il est contre le nouveau roman. Donc, c'est les deux tendances qui sont des fausses pistes pour lui, qui refuse de relever le vrai défi du roman qui est de rivaliser avec le réel, de faire la peau au réel en quelque sorte, mais d'être plus fort et de dire quelque part, réussir à dire le sens de tout ça. Et en même temps, quand il pensait au chef-d'œuvre, que ce soit dans des domaines littéraires ou autres, il voyait à quel point c'était inséparable de la souffrance. Et donc il disait, c'est comme si on a à peine le temps d'avoir un massacre, une famine, et on va le transformer tout de suite en œuvre d'art. Il parlait de Guernica, il parlait de Guerre et paix de Tolstoï. Il a dit, mais oui, sans les guerres napoléoniennes, on n'a pas de guerre et paix. C'est un des chefs-d'œuvre de la littérature mondiale, Guerre et paix. Guernica, c'est un chef-d'œuvre de la peinture du XXe siècle. S'il n'y avait pas eu ce massacre de l'armée de Franco, évidemment, on n'aurait pas eu ce tableau-là, et ainsi de suite. Et donc, pour lui, c'est quand il dit l'inhumain fait partie de l'humain, c'est un constat presque de désespoir, on en parlait, de désespoir, de dire on ne va jamais les séparer. On va jamais, et si jamais on devenait une espèce sympathique et généreuse et égalitaire véritablement, où il n'y aurait plus de romans à écrire, il y aurait probablement plus de tableaux à peindre. C'est vrai que nous dépendons aussi. Moi, je ne suis pas comme vous, je ne me demande pas qu'est-ce qui manque, qu'est-ce que je pourrais dire de vraiment original quand je commence à écrire. C'est pas mon feeling, ça part pas de là. Je suis pas en train de demander de quoi est-ce que les gens auraient besoin ou envie. Mais ça part d'une nécessité tripale quelque part, sinon je n'arriverai pas. Mais je ne peux pas du tout penser que ça va changer le monde en bien. Je ne le crois pas. Ça peut faire des petits... C'était important pour moi. Je repars dans une autre direction juste pour vous faire comprendre ce que j'essaie de dire, un peu maladroitement. Les premières fois où je suis allée en Afrique, justement, c'était autour de l'empreinte de l'ange. Donc, c'était une intrigue qui était début des années 60, c'était pendant la guerre d'Algérie en France et des personnages qui avaient tous été marqués par la Seconde Guerre mondiale. Il y avait un juif hongrois, une petite allemande et un français bourgeois de la rue de Seine de Paris. Et chacun avait vécu sa Seconde Guerre mondiale et réagissait à la guerre d'Algérie en fonction de ça. Et c'était mon laboratoire moral cette fois-là. J'ai été complètement passionnée. Et d'ailleurs, j'avais essayé de me rendre présente dans le livre, d'interagir un peu avec mes personnages. Je suis très jalouse que vous ayez réussi à le faire, Alain. Mais j'adore ça. Mais
j'ai présenté ça à Durban, en Afrique du Sud. Et puis, j'écoutais les femmes et les hommes qui présentaient, qui étaient des Africains, non pas seulement Africains d'Afrique du Sud, mais d'autres pays africains. Et je voyais qu'on était sur des planètes différentes. Et en fait, c'était aussi intéressant de voir qu'ils ne s'intéressaient pas du tout à mes salades que de voir que moi, je ne m'intéressais pas aux leurs. On n'avait pas le même type de problème du tout. Et il n'y avait aucune raison pour eux de s'intéresser à l'empreinte de l'ange. Donc, c'était une bonne leçon pour moi de me dire, voilà, c'est pas universel, c'est quand même historique, c'est quand même localisé, il faut être un petit peu comme moi pour aimer ce que je fais. C'est normal. Oui. En fait, si on veut justement voir ce que les lecteurs pensent, on va se tourner bientôt vers la salle pour demander si vous avez des questions à poser directement à Nancy Houston ou à Alain Farah. Mais je suis frappé par, et donc vous pouvez vous approcher des micros, je suis frappé par l'importance de ces liens avec les lecteurs, donc de votre connaissance des lecteurs. Mais je vois déjà qu'il y a des gens qui ont des questions à poser, donc on vous écoute. Bonsoir. Est-ce que ça marche? Oui? Ça fonctionne, oui. Merci beaucoup. C'était très éclairant. J'ai appris beaucoup de choses. Je me demande si le roman n'est pas essentiellement un travail politique, parce que le roman va donner voix à ceux qui n'ont pas de voix. Par exemple, moi, j'ai appris qu'est-ce que c'est la vie des Indiens sous le colonialisme de l'Angleterre avec A Passage to India de E.M. Forster. J'ai appris comment vivent les Indiens sous le colonialisme. Ça sape leur dignité, même leur dignité, ils n'avaient plus. Le travail de Dickens m'a appris comment vivent les travailleurs sous le capitalisme enragé au commencement. Oui. Alors, je me demande si le travail d'un écrivain ne doit pas être de donner une voix à ceux qui n'ont pas de voix, de décrire, comme vous dites, la vie des gens marginalisés, des gens qui ne sont pas dans notre cercle, qui n'ont pas nos préoccupations. Et je trouve que le roman est un travail essentiellement politique. Chaque aspect de notre vie est une décision politique qui peut être, à la fin, qui peut amener à notre souffrance ou à notre délivrance, dépendamment au gouvernement que nous avons ou à l'idéologie que nous avons dans le monde. Maintenant, c'est l'idéologie économique, ce n'est pas l'économie. Tant pis pour tout, pour l'environnement, tant pis pour la souffrance. Les jeunes, par exemple, les jeunes enfants qui travaillent dans les mines de l'Afrique pour sortir le lithium qui alimente nos batteries. Est-ce qu'on parle de ces enfants-là? Voilà, madame. Alors, on va poser... Voilà ma question. Très bien. Alors, elle s'adresse à Alain Farah ou à Nancy Houston. Qui veut y répondre? Ou commentaire, hein? Ouais. Moi, ce que j'entends dans votre remarque, madame, et puis ce que j'entendais dans les dernières choses que Nancy disait avant qu'on passe la parole au public, c'est justement la nécessité de raconter. Et c'est pour ça que, oui, on parle du roman aujourd'hui, mais le roman, je l'ai dit tout à l'heure, est un peu un prétexte pour moi à quelque chose de plus fort. Puis c'est pour ça que je référais à l'espèce fabulatrice, c'est-à-dire que, dans le fond, il y a cette nécessité-là, hein, de raconter des choses. Et il y a beaucoup de gens qui ont beaucoup mieux à faire ou qui n'ont pas le privilège de pouvoir s'arrêter pour raconter. Et nous, qui
faisons ça de notre vie avons une responsabilité de raconter depuis notre histoire, que ce soit notre histoire autobiographiquement ou de l'histoire qui nous travaille à l'intérieur de vous. Puis j'entendais bien ce que vous décriviez comme phénomène, Nancy, de cette impulsion, hein, donc d'une histoire qui est là et qui surgit. Cette histoire-là, quand elle est racontée et qu'elle arrive à aller à la rencontre de l'autre, va aussi, en fait, servir à l'autre à se raconter sa propre histoire. Et donc, oui, il y a ces corps-là, ces individus, ces pans entiers des sociétés dont on ne connaît pas les histoires et on va effectivement être en mesure de véhiculer peut-être leur récit par la mécanique du roman, mais plus largement, parfois, il y a des choses très simples. Hein? Donc, moi, dans ce roman-là, j'ai travaillé sur la question de l'anxiété, de la dépression, sur des drames quand même assez... c'est d'ailleurs le personnage de Virginie qui dit à un moment donné, « T'es pas un rescapé d'Auschwitz. » Donc, c'est comme « Lève-toi et marche », là, un peu. Mais en même temps, il y a tous les jours des gens qui vivent des espèces de drames, de tragédies intérieures, et qui n'auront jamais les mots, en fait, ou qui n'auront jamais le luxe ou le loisir de s'asseoir à une table et puis de l'écrire, mais qui, tout d'un coup, tirent des... En tout cas, moi, c'est ce que je comprends, en tout cas, de certains retours que je reçois, mais tirent des bienfaits, en fait, de voir cette histoire prendre forme, parce que c'est une question de forme, dans les livres des autres. Et pour moi, ça dépasse la question du genre ou la question de la mécanique dans les librairies. Est-ce que c'est un roman? Est-ce que c'est pas un roman? Et c'est là qu'on touche à quelque chose qui est très humain. J'entends très bien ce que dit Nancy en citant Gary sur l'inhumain qui est proche de l'humain. Scarfone, que j'aime beaucoup, l'analyste dit « Il ne faut pas penser que la barbarie est derrière nous. La barbarie, elle fait partie du voyage. » Et on le voit. Je veux dire, on est en train de se parler pendant qu'on évacue peut-être ou peut-être pas les derniers civils de Mariupol. Donc, c'est aujourd'hui, ça. Et ça, c'est sans compter tous les autres conflits qui ont lieu et auxquels on ne s'intéresse pas. Donc, c'est très dangereux de penser que l'inhumain ne fait pas partie de l'humain. Et c'est peut-être notre travail aussi de rappeler qu'il en fait partie. Mais il faut dorer la pilule et ça passe par des histoires aussi. Ouais. Vous savez, oui, Nancy, pardon. Nancy, oui. Je pense aussi qu'il y a eu une romantisation, une idéalisation romantique du personnage de l'écrivain depuis le 19e siècle et que c'est très dangereux d'adhérer soi-même à cette vision romantique. Je pense que nous sommes appelés à agir aussi en tant que citoyens, citoyennes et membres de la société. Et lorsque je pense aux enfants qui travaillent dans les mines africaines, notamment congolaises, pour extraire le lithium et autres coltan pour nos téléphones portables, d'abord, je ne pense pas qu'ils soient en train de vivre ce que vous avez appelé une tragédie intime, un drame personnel, etc. C'est pas ça, c'est qu'ils n'ont pas de vie, ces gamins. Et il y en a beaucoup dans le monde comme ça, des enfants et des adultes qui auront trimé toute leur vie parce que c'était le sort face auquel ils se trouvaient. Et je pense que ce dont ils ont besoin de notre part, c'est pas forcément qu'on les transforme en personnages littéraires pour les magnifier, pour les rendre intéressants au lectorat romanesque. Je trouve que ils ont besoin d'action politique. Parfois, vous dites, je suis d'accord avec vous, madame, si vous dites quand vous dites que la littérature est politique. Et en même temps, il y a des choses que nous avons besoin de faire et ce serait trop nous sortir d'affaire à bon compte, à dire, bon, moi, je me contente d'écrire des romans et je ne fais rien d'autre. Il faut aussi regarder nos habitudes de consommation, le nombre d'iPhones dont on a besoin annuellement, à quel point on est prêt à continuer cette machine qui broie des êtres humains à l'autre bout de la Terre. Quand je pensais à Jane Austen
Et Virginia Woolf, c'est pareil, c'est-à-dire c'est des femmes qui dépendent, leur univers entier dépend de l'Empire. Quand vous voyez les personnages de Virginia Woolf en train de regarder des rouleaux de tissu dans les magasins chics de Londres, il vient d'où ce tissu? Il vient de l'Inde. Enfin, qui a fait le tissu à l'autre bout de la terre? C'est des gamins, c'est pareil. On a tendance un peu à oublier que tout est lié. Ça aussi, Amitav Ghosh le dit très très bien. Il y a eu dans ce mouvement capitaliste de la révolution industrielle et ses suites, où nous sommes encore en plein, une façon de délimiter, de détricoter la réalité, de le mettre en petits morceaux gérables. Et Gaïa, la Terre, enfin, la logique actuelle de ce dont le monde a besoin, c'est la connectivité, c'est de se rappeler que tout cela est lié. Et si on a besoin, moi aussi, pour écrire mes livres, j'ai besoin de prendre un rectangle, tout est rectangle dans le monde autour de moi, mes tableaux, ma table, mes pages, mon imprimante, l'écran de l'ordinateur, ok. Mais en fait, le monde est, les choses sont liées les unes aux autres et nous sommes liés aux autres espèces animales et nous sommes liés aux pays pauvres. Nous sommes dans un pays, des pays riches qui dépendons et exploitons les pays pauvres. Alors, on va prendre une dernière question parce que, hélas, le temps file, le temps nous rattrape. Monsieur? Merci beaucoup. Rapidement, je pense qu'Albert Camus, durant le discours de prix Nobel de la paix, a dit quelque chose au niveau de... les artistes ne devraient pas se taire devant la vérité, de devoir toujours dire la vérité. Et ce que je me demande, comme on entend beaucoup de choses, quelles sont les vérités que le roman n'a pas encore abordées? Vaste programme. Alors, qui répond? Mais je pense que Nancy vient de dire des vérités très importantes et puis qui sont l'objet d'une dénégation perpétuelle de notre part à tous dans notre mode de vie. Après, la question, c'est cette vérité-là, hein, donc qui fait pas de doute, hein, que justement, on est encore dans l'impérialisme, on est encore dans le colonialisme. Tous nos régimes de vie, toute notre richesse, elle dépend de l'exploitation de ces enfants dont Madame parlait. Donc, ce sont des choses déjà qui ne sont pas dans la propagande quotidienne, dans la complaisance qu'on peut avoir par rapport à nos préoccupations bien triviales là, comparées à ce qu'on sait qui existe partout. Et je trouve que l'exemple de la pandémie, en tout cas tel que moi je l'ai vécu, m'a révélé ça. À un moment donné, très vite, on a compris que ça allait devenir, dans le fond, les plus vulnérables s'arrangeront. Puis s'ils ne s'arrangeront pas, ils crèveront, puis c'est tout. Donc, il y a comme un moment donné où il faut que la business se fasse, et puis là, on est vraiment rentré là-dedans avec des incohérences absolues, enfin. Mais moi, la question qui me préoccupe, parce que j'entends bien tout ce que dit Nancy, et j'entends bien comment je pourrais dire, tout le bruit ambiant qui empêche ces vérités-là d'être entendues. Moi, la question que je me pose, c'est comment j'amène ça dans la littérature. Est-ce que c'est encore... Et ce qui est intéressant, c'est que ce que j'ai ressenti, en tout cas, de notre échange, c'est que c'est très ontologique, en fait, comme questionnement, ce qu'on a abordé aujourd'hui. C'est est-ce que même la littérature, elle a encore même une pertinence du fait qu'elle soit différée, du fait qu'elle soit justement objet souvent de divertissement ou qu'elle ne soit pas nécessaire jusqu'à un certain point. Et c'est vrai qu'il y a à se casser la tête si on décide de dire, bien, je continue donc mon travail d'écrivain malgré tout, sachant que je suis peut-être du mauvais bord de l'histoire, sachant que je suis peut-être, en faisant ça, en train de participer au-delà de ma personne civile, mais aussi dans ma personne artistique, à ces vices-là. Mais donc, la question même de la vérité, elle est très, très compliquée pour moi
à l'intérieur de la littérature. Et puis, c'est là que la fabulation rentre en ligne de compte, parce que c'est par la fabulation que, justement, aussi la connaissance surgit et que la pensée se mobilise. Alors, je ne saurais pas comment répondre autrement qu'à votre question qu'en me disant il y a énormément de ces vérités-là qui n'ont pas de droiticité, à commencer par cette réalité-là du monde dans lequel on vit, qui est un monde d'exploiteurs et dans lequel nous sommes tous dans cette exploitation-là. Et nous le sommes même quand nous venons d'arriver des pays qui n'étaient pas du bon côté, justement, de l'exploitation. Très vite, on s'empresse, en tout cas, nous, c'est ce que j'ai vécu, moi, dans mon histoire familiale, c'est qu'on s'empresse de vouloir s'accaparer, nous aussi, les moyens de devenir des petits bourgeois. Alors, écoutez, malheureusement, je suis l'oiseau de malheur parce que j'annonce qu'il faut mettre fin à cette conversation passionnante. Je vais quand même laisser le mot de la fin à Michel Biron, 30 secondes, la conclusion, une grosse minute si vous voulez, pour conclure, et peut-être Nancy Houston, le dernier mot, juste pour qu'on en... Et puis, je vous dirai que les livres sont à l'extérieur, il y a une table de livres, de vente de livres, donc bien sûr, vous pouvez prolonger la conversation. Je ne veux pas avoir le mot de la fin, mais je veux demander pourquoi il y a le mot banque sur votre pupitre, Marie-André. Ah, ben c'est Bibliothèque et Archives nationales du Québec. C'est un sigle. Oh, merci, vous me rassurez. Ça n'a rien à voir avec aucune banque. Vous avez eu peur, hein? C'est Vous un avez eu mélange peur. entre banque et banque. Ils sont allés plus vite, au lieu de le mettre dans les deux langues, ils ont mis un seul mot pour les deux langues. Je me suis dit, mais c'est l'horreur. Non. C'est Bibliothèque et Archives nationales du Québec. C'est un sigle. Et puis c'est eux ils sont les hôtes de notre rencontre cet après-midi. Ce n'est pas une marque. On n'est pas tout à fait encore dans la... Heureusement, on n'est pas du tout dans la mondialisation ici. Voilà. Alors, Michel Biron, la conclusion? Oui, ben, ça ne sera pas une conclusion, ça sera une citation de Roland Barthes, puisqu'on en a parlé, tirée de la préparation du roman. On a parlé beaucoup de connectivité, et puis, bon, je pense que c'est vrai, mais jusqu'à un certain point, la littérature, c'est comme le contraire de la connectivité, puisque c'est toujours un arrachement. Et on ne sera peut-être pas tous d'accord, mais je vous cite quand même ce que Roland Barthes disait. La littérature, ça sert à assumer la fatalité de la séparation d'une façon si radicale qu'il en est une liberté. Voilà, bien, très bien. Alors, je le disais, les livres vous attendent à la sortie. Je rappelle qu'avec votre billet, votre ticket, vous avez droit à le transformer, à le convertir en coupon rabais applicable immédiatement à l'achat d'un livre. Donc, tout ça, c'est bien pour les auteurs. Je vous donne rendez-vous peut-être à 18h à l'Hôtel 10 pour un entretien avec l'écrivain italien Andrea Bajani. Là, on renoue avec la programmation du Festival Métropolis Bleu. Et cet entretien est mené en français et en italien par l'écrivain et professeur Dominique Garand. Et puis ici, à 18h30, il y a un autre événement qui aura lieu. Ça s'appelle Cabaret de l'autre monde. C'est un cabaret littéraire avec des auteurs qui sont à la fois queer et s'adonnant à la science-fiction. On a parlé de Mary Shelley cet après-midi. Donc, l'autre monde, c'est aussi celui de ce monde qui sera ici à 18h30. Alors, bonne continuation à tous. Merci d'avoir été là. Et puis, à très, très bientôt. Merci.